Africa Leap Events, en collaboration avec la Place du Souvenir, l'IA de Dakar, le groupe Africa Global Logistique AGL, Etika, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Amoureux des arts oratoires, bonsoir et soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de la balade des génies, Dialogue-Lit. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux lycées de grande qualité qui s'affronteront autour d'un sujet qui, vous le verrez, a déjà fait couler certainement beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de les écouter débattre sur celui-ci. Alors, à l'occasion de la journée internationale du livre, je pense qu'il n'y avait pas meilleure occasion d'accueillir aujourd'hui la maison d'éducation Mariama Ba. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Les dignes héritières de l'auteur d'une si longue lettre. Bonsoir à vous, bienvenue, le moral est bon, bonne chance. Alors face à eux vont se dresser lycée des Parcelles Assainies. Bienvenue à vous également. Bonsoir à vous, bienvenue et bonne chance également à vous. Nos deux équipes vont s'affronter aujourd'hui autour d'un sujet qui, comme je vous le disais tantôt, a déjà fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Le sujet est libellé en ce qu'il suit. La démocratie est-elle une réalité en Afrique? Alors, la maison d'éducation Mariama Ba défendra l'affirmative et le lycée des Parcelles Assainies défendra la négative. Je vais juste tâcher de rappeler les critères qui vont présider à la notation et ensuite vous laisser la parole pour que vous puissiez en découdre. Le premier critère sur lequel vous serez jugé sera celui de la tenue. La tenue, lorsqu'on parle de tenue, c'est juste votre comportement par rapport à cet outil de l'orateur, le pupitre. Et donc, il s'agira tout juste de cadrer vos mouvements avec le pupitre et de ne pas surtout en sortir. Le deuxième critère est celui de l'éloquence. Comme je le répète souvent, je ne vais pas avoir la prétention suprême de vous apprendre ce qu'est l'éloquence. Je sais que vous l'êtes et que vous nous en ferez voir de toutes les couleurs. Le troisième critère est celui de la maîtrise du sujet. Je prends souvent à témoin vos professeurs de français, eux qui ont horreur des hors-sujets, nous aussi nous en avons horreur. Il s'agira juste de voir si les arguments que vous avancez sont bien inscrits dans le sujet. Le quatrième critère, et pas des moindres, est celui de la scientificité. Alors ici, il s'agira de vérifier les sources que vous évoquez à l'appui de vos arguments pour justement accorder à ceci plus d'autorité. Et enfin, le dernier critère est celui du temps, la gestion du temps. Chaque intervention est calée sur une temporalité de 5 minutes. Dans l'idéal, vous devrez faire 5 minutes pile poil. Maintenant, si vous dépassez le temps que vous est imparti, vous vous exposez à des pénalités. De même, si vous êtes en deçà du temps qui vous est imparti, vous vous exposez à des pénalités. Et selon la gravité du dépassement ou du temps que vous avez laissé en rate, le jury appréciera et donnera des pénalités en conséquence. L'ensemble des critères, pour chaque critère, c'est noté sur 10 points, ce qui fera que chaque passage sera noté individuellement sur 50 points et la moyenne des équipes sur 100 points. J'espère avoir été clair en réitérant mes vœux de bonne chance aux deux équipes, que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Bonsoir. Je m'en vais à travers mon propos tenter de répondre au mieux à la problématique du jour. La démocratie est-elle une réalité en Afrique? Comme l'affirme Abraham Lincoln, la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le système politique africain a fait de nombreux progrès sur le plan démocratique avec le pluralisme qui s'est notamment manifesté avec la création de partis politiques de l'opposition et une abondante proclamation des droits et libertés dans les constitutions. Nous avons également eu l'occasion d'observer ce progrès avec l'organisation d'élections disputées, l'encadrement juridique du pouvoir ainsi que la garantie juridictionnelle des droits ont permis d'améliorer la transparence. Ces réformes ont permis la mise en place progressive de l'état de droit dans le continent qui pousse à affirmer que la démocratie est bel et bien installée en Afrique. Au cours de l'histoire, il y a eu des avancées mais également des reculs. Cela dit, la volonté du peuple l'a toujours remporté. Il est impossible cependant de nier les coups d'État. Mais
des coups d'État qui sont aimés par le peuple et approuvés? Non, ce ne sont pas des manifestations d'un recul démocratique, mais plutôt l'inverse. En effet, c'est le peuple souverain qui a voulu mettre fin au régime présent, accablé par la corruption ou le monopolisme du pouvoir selon les pays. Ces coups d'État montrent donc un peuple qui, faute d'autres recours, utilise les militaires pour mettre fin à un régime qui mettait en péril leur démocratie, ou pour lutter contre l'abus de pouvoir. L'Afrique ne manque pas de démocratie, mais de dirigeants démocratiques, et notre pays en est un exemple. En effet, suite aux élections présidentielles qui se sont tenues en paix le 25 mars 2024, nous constatons qu'il n'y a plus de troubles à l'ordre public de nos jours. Cependant, nous ne pouvons pas dire que la démocratie en Afrique est parfaite. La démocratie, c'est un ensemble de lois et règles, mais aucune loi ni règle n'est parfaite. Prenons l'exemple du vol. Le vol est interdit au Sénégal. C'est clair. Il y a 120 articles qui lui sont consacrés. Mais une personne peut aller et voler. Au Sénégal, il y a beaucoup de voleurs, mais cela ne signifie pas que le vol n'est pas interdit au Sénégal. Tout comme cela, il peut y avoir des manques de respect à la démocratie, mais cela ne signifie pas que l'Afrique n'est pas démocratique. Okay. Au Mali, nous avons eu beaucoup de troubles à l'ordre public ces derniers temps. Le 24 mai 2021, Assimi Goïta, qui était le vice-président de la transition, a été le président et le premier ministre qui avait fait un coup d'État 9 mois plus tôt. Le peuple a salué ce coup d'État, mais cela ne signifie pas que le Mali ne voulait pas être démocratique. Parce qu'une étude a montré que plus de 60% de la population malienne est pour la démocratie. Je vous remercie. Chers organisateurs, chers membres du jury, chers co-débatteurs, honorable public, bonsoir. Je réponds au nom de Ndella Cissé, élève en classe de première L2 au lycée des Parcelles Assainies Unité 13. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour défendre notre position sur l'interrogation suivante. La démocratie est-elle une réalité en Afrique? Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-nous de vous donner une brève définition de ce qu'est la démocratie. Le mot démocratie vient du grec ancien démos, qui signifie peuple, et kratos, qui signifie pouvoir. Elle est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Elle est aussi une manière de gouverner dans le respect strict de certaines valeurs comme le respect de la Constitution et de la primauté du droit, le respect de l'autorité légitime, la défense des droits et libertés de la personne et l'acceptation de la responsabilité de favoriser le développement économique et social. Toutefois, en Afrique, cette démocratie est inexistante. Elle n'est qu'utopique, tel un songe. Les raisons qui nous obligent à être de cet avis sont nombreuses. Pour commencer, il y a le monopole du pouvoir. En Afrique, le président est la clé de voûte de tout l'édifice constitutionnel. Il assure la direction effective de l'exécutif, en même temps qu'il concentre entre ses mains l'essentiel du pouvoir. Il détermine la politique de la nation, nomme aux emplois civils et militaires, nomme et révoque les ministres. Ce qui donne au président le sentiment de monarque qui cherchera par tous les moyens possibles à se maintenir au pouvoir. C'est le cas du président camerounais Paul Biya, qui règne en maître sur son pays depuis 42 ans maintenant. Vous imaginez, 42 ans au pouvoir. Selon Garga Haman Adji, ancien ministre et président du parti Alliance pour la démocratie et le développement, il a fait toutes les étapes dans les structures présidentielles, ce qui lui a permis de maîtriser les dossiers pouvant aboutir à la présidence, mais aussi de maîtriser l'appareil de l'État. De plus, le président est à la fois chef de l'État et chef de parti.
Un tel cumul est par exemple explicitement reconnu à notre très cher pays, le Sénégal, où le président a le droit d'être président de la République et président de son parti politique en même temps. Et cette autorisation lui est donnée par la Constitution du 22 janvier 2001. Il en résulte une concentration des pouvoirs législatifs et exécutifs. Le président est à la fois président de la République et président du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. L'exécutif et le législatif ne sont plus séparés, mais solidaires sous l'autorité du chef de l'État. Ensuite, il y a la corruption qui est un phénomène très fréquent dans la politique africaine. Dans les démocraties libérales, l'aménagement du pouvoir vise à instituer un état de droit inspiré par la volonté de combattre l'arbitraire des gouvernements, ainsi délivrer les citoyens. Mais malheureusement, cher public, malheureusement, les rouages juridiques ne sont pas favorables aux pauvres. La justice est souvent rendue en faveur des plus riches et des plus offrants, d'où une absence totale de démocratie. Distingué public, suite à cette cascade d'arguments, nous pensons qu'il serait tout à fait normal d'admettre que la démocratie n'est point une réalité en Afrique. En vérité, ce mot n'a vraiment jamais fait partie de notre dictionnaire. Je vous remercie de votre aimable attention. Alors, nous ne disons pas que la démocratie existe partout en Afrique ou qu'elle est parfaite, mais nous refusons cette conception étroite et dépassée de la démocratie qui la rend non réelle en Afrique. La démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? C'est la séparation des pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs. Et vous tous, vous pouvez dire que ces trois pouvoirs existent dans la majorité des pays africains, n'est-ce pas? Même si leur fonctionnement peut faire parfois l'objet d'un débat. De plus, la liberté d'expression, d'opinion et le droit d'information sont régis par les textes, preuve d'une démocratie. À cela, nous pouvons ajouter la liberté d'association, qui permet de créer des partis, des associations, des sociétés civiles dont les populations peuvent se servir pour l'amélioration de leur bien-être. Les élections, à l'exception du Mali, de la Guinée, du Gabon et du Niger, se tiennent et permettent d'avoir des présidents élus au suffrage universel. De surcroît, une étude menée par l'agence ECOFIN stipule que plus de 60% des pays africains seraient démocrates. Si vous pensez que la démocratie n'existe pas en Afrique, parce que les élections ont été contestées, eh bien, laissez-moi vous dire que l'élection présidentielle aux États-Unis, considérée comme l'une des plus grandes démocraties du monde, a été contestée par Donald Trump. Si vous pensez également que la démocratie n'existe pas en Afrique, parce que les opposants sont opprimés, laissez-moi vous dire qu'en Russie, le plus grand opposant a été empoisonné. Et l'auteur présumé n'est qui d'autre que Vladimir Poutine, leur président, of course. La démocratie, à travers le monde, est soumise à des crises perpétuelles. Et ces crises, comme nous le savons tous, transcendent les espaces géographiques, les continents. Par ce fait, les exemples tirés des États-Unis d'Amérique et de l'Europe constituent une illustration parfaite de la réalité de la démocratie en Afrique. Si nous considérons que la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, basé sur des droits et des libertés reconnues, sur des élections fréquentes et également sur la séparation des pouvoirs. La démocratie africaine
à bien des égards, pourrait servir de modèle pour les études de sciences politiques. De toutes les façons, une démocratie parfaite, aboutie ou accomplie n'existe dans tous les continents. Dans aucun continent, excusez-moi. Ce qui nous amène à dire que la démocratie est bel et bien réelle en Afrique. Devant vous, Maman Matibey, élève en seconde S au lycée d'excellence Mariama Ba, pour vous servir. Merci beaucoup. Je me nomme Djeynaba Dieye, élève en classe de première L2 au lycée des Parcelles Assainies Unité 15. Ma présence ici n'est point un hasard, mais résulte du désir de défendre ma conviction qu'en Afrique, la démocratie n'est qu'un leurre. Comme l'a précédemment souligné ma coéquipière, la démocratie est un système politique dans lequel le peuple est souverain, excusez-moi. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons parler de la répression et de la restriction des libertés individuelles et collectives. 29 pays africains ont adopté des lois qui ont restreint la liberté d'expression sur Internet pour des motifs politiques. Entre 2020 et 2024, l'accès à Internet a été supprimé dans le cadre d'élections au Burundi, en Ouganda, au Sénégal, en Guinée, au Togo et bien d'autres. L'Éthiopie détient le record des fermetures d'Internet sur le continent. Le Nigeria a interdit Twitter en 2021. La Zambie a fermé tous les réseaux sociaux pour les élections d'août 2020. Récemment, en 2024, le Sénégal a bloqué les réseaux sociaux, surtout TikTok, pour masquer les répressions sur la population. À cela, nous pouvons ajouter l'instabilité constitutionnelle, les conflits armés ainsi que les coups d'État. L'encadrement de l'État par le droit se traduit également par la limitation du mandat du président de la République. Pour sauvegarder la sécurité juridique et l'état de droit, il convient d'assurer la stabilité de la Constitution. Celle-ci doit être particulièrement rigide pour ne pas se prêter à des modifications faciles et intempestives. Or, chacun peut constater que plusieurs pays africains ont procédé à ces dernières années à des amendements dont le nombre a tendance à augmenter. Entre 2001 et 2008, la Constitution du Sénégal a été modifiée au moins 14 mois. Imaginez-vous, cela veut dire qu'elle a été modifiée une fois tous les 6 mois en moyenne. Il résulte de ces révisions faciles et répétées une instabilité institutionnelle et une désacralisation de la Constitution censée être la loi fondamentale, le sommet de la hiérarchie de tout pays qui se proclame l'état de droit. Les coups d'État militaires ont repris de plus belle, les conflits armés perdurent sous forme de guerre civile et les guerres civiles font des ravages en République du Congo, au Rwanda, au Somalie et au Darfour, malgré plusieurs tentatives de faire revenir la paix. L'Afrique, on le sait, est un terrain de prédilection pour les déstabilisations politiques et sociales. Les jeunes États indépendants ont très tôt semblé s'accommoder du coup d'État comme mode naturel de conquête du pouvoir. Et selon la carte de l'indice démocratique publiée par The Economist Intelligence Unit, plus de la moitié des pays africains sont soit dans des régimes hybrides, soit dans des régimes autoritaires. À cela, nous pouvons ajouter des élections imparfaites. L'organisation d'élections par les pouvoirs en place ne cesse de susciter de vives contestations, obligeant les opposants à les rejeter et refuser d'y participer. Par exemple, au Sénégal, l'opposition dite significative au sein du Front Siggil Sénégal avait décidé de boycotter les élections législatives du 3 juin 2007 au motif que le fichier électoral n'était pas fiable. Cependant, il faut reconnaître par ailleurs que le pouvoir en place a unilatéralement modifié les règles du jeu électoral. Des manipulations électorales, intimidation et recours à la force qui émaillent bien des élections en Afrique sont les signes du refus d'accepter les jeux du règle démocratique, souvent
à l'origine de troubles post-électoraux. Cher public, vous me permettrez d'affirmer que ce serait un blasphème de considérer le continent africain comme démocratique. Je vous remercie pour votre attention. Amoureux de Arts Oratoires, bonsoir et soyez les bienvenus encore une fois pour la synthèse de ce match qui a opposé la maison d'éducation Mariama Ba au lycée des Parcelles Assainies. À l'entame de mon propos, je voudrais commencer par féliciter les deux équipes pour la qualité de leurs prestations. Félicitations à vous d'avoir eu le courage de prendre la parole en public et félicitations pour les belles prestations que vous nous avez fournies, sans présager bien entendu du sort de ce match. Alors pour commencer cette synthèse, je vais essayer de décliner de chaque côté de l'équipe de Mariama Ba comme de celle des Parcelles Assainies, les quelques erreurs qui ont été relevées, autant sur le fond que sur la forme. Par rapport à la forme justement, je pense que je vais commencer par là parce que c'est le plus important, en tout cas le domaine dans lequel nous avons noté le plus de choses à rectifier aujourd'hui. Du côté de Mariama Ba, la première chose qu'on a notée chez vous, c'est une certaine dépendance au support. D'accord, il est bien d'amener son support, vous êtes autorisé même, ou vous êtes plus qu'autorisé, vous êtes vivement encouragé à avoir votre support avec vous, mais il vous est déconseillé ou à la limite interdit de dépendre de ce support-là. Lorsque vous parlez en public, il faut savoir montrer du détachement par rapport au support. Or, ce qu'on a relevé chez vous, c'est que l'exercice a pris les allures la plupart du temps d'une lecture, alors que ça c'est très malvenu lorsque vous parlez en public. Donc la prochaine fois, il faudra veiller à savoir se détacher de vos supports, à savoir parler avec le public les yeux dans les yeux justement, et non pas avoir tout le temps les yeux rivés sur votre support. La deuxième remarque de forme que j'ai notée chez vous par exemple, c'est la présence de gestes parasites. La première débatteuse qui est passée pour la maison d'éducation Mariam, elle est en train de rire, elle est en train d'en rire, mais on espère que vous allez vous améliorer nettement. Alors ce qu'on appelle des gestes parasites, ce sont des gestes qui viennent entacher votre prestation en public et peut-être même que vous ne vous en rendez pas compte. Vous, par exemple, lorsque vous êtes venu, vous étiez tout le temps avec la main que vous aviez en bas, vous étiez tout le temps en train de vous toucher votre habillement. Alors ça, c'est un geste parasite qu'il faut éviter. Au contraire, cette main-là devait servir à gesticuler. Avec l'autre main, vous teniez le micro. Avec l'autre main, il était possible de gesticuler, de joindre tout simplement à chaque parole le geste idéal pour pouvoir nous convaincre davantage. Malheureusement, votre autre main était tout le temps sur votre avis. Vous cherchez certainement un certain support ici. Alors, la prochaine fois, je pense que vous devez faire attention à cela. Également, du point de vue de la forme, la dernière remarque de forme, ce sera par rapport au mouvement de pendule que vous marquez en fait, lorsque vous parlez en public. Alors, la première chose, il faut toujours essayer de se caler droit et surtout demeurer dans cette position. Vous n'êtes autorisé à la quitter qu'à la condition d'interpeller vos co-débatteurs, par exemple. Si vous voulez interpeller vos co-débatteurs, vous pouvez vous retourner légèrement le buste vers eux. Mais sinon, les gestes de pendule, ce sont les gestes qui consistent à osciller de gauche à droite, de droite à gauche. Vous l'avez également fait, alors ça c'est déconseillé lorsque l'on prend la parole en public. Donc, il faudrait essayer de rectifier le tir. Ça, vous voyez, je suis en train de parler, je suis en train de le faire, mais à un moment donné, c'est mal vu. Donc il faut toujours rester droit et surtout être calé sur cette position-là. Donc globalement du côté, comment dirais-je, de la forme, c'était les quelques remarques que j'avais à soumettre à la maison d'éducation Mariama Ba. Sur le fond maintenant, globalement les arguments ont été là. La première intervenante nous a parlé du pluralisme pour justement étayer la thèse selon laquelle la démocratie est une réalité en Afrique. Elle a parlé de pluralisme politique. Effectivement, l'Afrique s'est ouverte de plus en plus au pluralisme politique. Et je pense que cet argument pouvait être convoqué d'une autre manière en fait. Il fallait tout simplement partir du tableau qui existait avant. Avant en Afrique, le système qui dominait était le système du parti unique. Y compris au Sénégal. Ici, il y avait le système du parti unique. Mais depuis les années 90, c'est l'année qui marque vraiment l'ouverture démocratique de l'Afrique. L'Afrique a commencé à s'imprégner des valeurs démocratiques et c'est vers ces années-là qu'on a commencé à noter dans plusieurs pays africains un certain pluralisme politique. Un pluralisme qui est venu autoriser en fait la création de partis politiques. Au Sénégal, par exemple, il y a eu une petite ouverture au début. Avant, c'était le système du parti unique. Ensuite, il y a eu le pluralisme politique, mais limité à 3 courants. Le socialisme, le communisme et je ne sais plus quel courant. Et en fait, il y a eu le système du multipartisme intégral. Donc, tous les courants sont reconnus et tout le monde peut créer un parti politique. Donc ça, c'était un argument à convoquer. L'autre argument dont ils ont fait état, c'est celui de l'organisation d'élections. Effectivement, l'Afrique également s'est ouverte à l'organisation d'élections, des élections qui viennent en quelque sorte attester de la réalité de la démocratie en Afrique. Également, elles ont parlé autant pour moi de coup d'État
Alors, l'argument était un argument à double tranchant. Vous avez essayé de bien l'utiliser en nous expliquant que les coups d'État, en fait, emportent l'adhésion populaire, l'adhésion du peuple, et de ce fait ne sont pas des manifestations antidémocratiques, mais viennent pour rectifier la trajectoire antidémocratique que prennent certains pays. D'accord, mais ce n'est pas à généraliser, en fait. En tout cas, en tout état de cause, le coup d'État reste, en fait, un événement qui vient rompre l'ordre constitutionnel normal et donc vient contrevenir à la démocratie, quand bien même elle vient pour rectifier une trajectoire démocratique qui était en train de virer vers l'autocratie. Ils ont également parlé, comment dirais-je, d'autres arguments tels que la séparation des pouvoirs, la reconnaissance des libertés. Ça aussi, c'est un pilier de la démocratie qu'on a tendance à négliger. La démocratie n'est pas que l'organisation d'élections. Non, la démocratie, c'est aussi la reconnaissance et surtout la garantie de l'exercice de certaines libertés. Vous êtes revenu également sur cela. Bon, une autre remarque par rapport à la scientificité. On a eu rarement aujourd'hui l'évocation de sources scientifiques. Et quand cela a été fait d'une mauvaise manière. Par exemple, du côté de Mariamaba, on a noté une étude menée par l'agence Ecofin. C'est bien, c'est ce que nous attendons de vous. Mais la référence est à, en quelque sorte, parfaire si vous voulez que l'information nous convainque. Il faut nous dire de quelle étude il s'agit, de l'année de publication de l'étude et potentiellement de l'auteur de l'étude. Ici, nous n'avons comme information que deux choses. C'est une étude par l'agence Ecofin. Comment s'appelle l'étude? Nous ne le savons pas. Quand a été publiée l'étude, nous ne le savons pas également. Et ce sont des informations que vous avez besoin de convoquer à l'avenir pour convoquer en tout cas une source. Le dernier point sur lequel je vais revenir par rapport à vous, et le jury a insisté pour que j'y revienne, c'est la référence à Poutine. Donc, une débatteuse a dit que, voilà, en évoquant justement les problèmes démocratiques qui existent dans d'autres pays, pour faire le parallèle avec l'Afrique, pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes, des crises de la démocratie que la démocratie n'existe pas, l'argument en soi était bien. Maintenant, la référence à Poutine et à l'épisode de l'empoisonnement d'un certain opposant, ce n'est pas à convoquer dans le cadre de ces débats, en fait. Parce que, voilà, déjà, on peut difficilement avoir la certitude qu'il s'agisse de lui. Et ensuite, ça peut créer des remous démocratiques. Imaginez que cette émission soit diffusée en Russie. Vous voulez que Poutine, voilà, nous dise qu'au Sénégal, les élèves sont en train de vouloir indexer ma responsabilité sur cet événement politique-là. Donc, il faut faire attention par rapport à certaines références. Je vais donc me tourner vers le lycée des Parcelles Assainies cette fois-ci. Bon, du point de vue de la forme, on a noté chez une débatteuse du lycée des Parcelles Assainies les manifestations de stress, tout simplement. Alors, c'est normal, l'exercice, c'est un exercice qui est stressant. Parler en public donne plus envie de prendre ses jambes à son cou qu'autre chose. Ça, on le sait. D'expérience, on le sait. Mais il faut, autant que faire se peut, essayer de masquer le stress qui peut nous prendre lorsque nous parlons en public. C'est une débatteuse, par exemple. On a noté qu'elle a beaucoup soufflé dans le micro. Ça, c'est la première manifestation de stress qui vous trahit lorsque vous parlez en public. Dès que vous êtes en train de souffler dans le micro, on se rend compte que vous avez peur. Et ça, c'est mal vu. Donc, il faudra essayer de rectifier cela. Également, on a noté chez vous une certaine dépendance au support. Comme je le disais à la maîtresse d'éducation Mariamaba, il est bon d'avoir son support avec lui, mais l'exercice n'est pas de la lecture, encore une fois. Donc, il faut savoir tout simplement se détacher de son support pour justement avoir plus d'aisance à parler en public. Une autre remarque de forme, de courtoisie même, vais-je dire, et c'est une remarque de taille. Une des débatteuses de ce côté a qualifié la position des autres débatteuses de blasphème. Ça, c'est une très grosse erreur à ne plus commettre en fait lorsque vous parlez en public. La courtoisie est de mise lorsque vous parlez en public. Vous êtes en train de qualifier de blasphème une position que vous aurez bien pu occuper. Parce que c'est par le hasard du tirage au sort que se sont retrouvés à l'affirmative et vous à la négative. Donc il faut se dire que vous auriez pu aussi vous retrouver de l'autre côté. Et donc cela revient à dire que vous auriez pu vous retrouver à blasphémer. Je ne pense pas que cela soit joli à entendre en quelque sorte. Donc il faut veiller à la courtoisie la prochaine fois. Du côté du fond maintenant, on a assisté déjà à la première conceptualisation chez vous, ce qui est très bien. Lorsque vous débattez en public, il faut ce qu'on appelle planquer le décor en quelque sorte. Et donc, vous l'avez bien fait en conceptualisation, les termes de démocratie. Donc, pour ce qui est des arguments, vous êtes revenu sur le respect de certaines valeurs,
Vous êtes revenu également pour, en tout cas, balayer la thèse selon laquelle la démocratie est une réalité en Afrique sur le monopole du pouvoir par le président de la République. Ce qu'on appelle, entre guillemets, de plus en plus dans le droit constitutionnel, l'hyperprésidentialisme ou l'hyperprésidentialisation. C'est vrai que c'est une tare de nos démocraties africaines et ça contribue un peu à amocher l'image que nos pays ont de démocratique. Parce que la démocratie, c'est le pluralisme. La démocratie, c'est l'ouverture. La démocratie, c'est l'existence de plusieurs institutions qui sont indépendantes les unes des autres. Or, ce qu'on remarque en Afrique, c'est que de plus en plus dans nos systèmes dits démocratiques, il y a un homme fort, un président, la clé de voûte des institutions, qui incarne tout, qui est à la limite le demi-urge du système en quelque sorte, c'est-à-dire un demi-dieu. Et donc ça également, ça met à mal la démocratie sous nos cieux. Elle a aussi parlé, comment dirais-je, de l'argument selon lequel le chef d'État est aussi chef de parti. Ça, je pense que c'est un argument qui a beaucoup fait couler d'encre ces derniers temps, surtout dans le contexte électoral dans lequel nous nous situons. Et d'ailleurs, plusieurs candidats inscrivaient pour première mesure au niveau de leur programme le fait de dissocier la qualité de chef d'État et de chef de parti. C'est vrai que être à la tête de l'État et être à la tête d'un parti politique, ça aussi, ce n'est pas très conciliable avec l'image que l'on retient d'un système démocratique. Autres arguments qui ont été énoncés de ce côté, ils ont parlé de la restriction des libertés. Ça, c'est une composante essentielle, pour ne pas dire primordiale, de la démocratie. La démocratie, comme je le disais tantôt, ce n'est pas simplement que l'organisation des élections. Ce n'est pas se regrouper tous les 5 ans pour élire quelqu'un. La démocratie également, c'est la garantie des libertés. Or, ce qu'on remarque en Afrique, c'est de plus en plus que les États font tout pour apporter des restrictions aux libertés. Vous êtes revenu sur une liberté qui a pris cher ces derniers temps, notre liberté de nous connecter. Il y a récemment au Sénégal, nous n'avions même plus la possibilité d'activer la connexion pour nous connecter. Donc ça, c'était un argument qui était bienvenu également. Elle a aussi parlé d'un autre argument qui était intéressant, l'argument du tripatouillage constitutionnel. Alors, sous nos cieux, nous avions le célèbre tailleur de la Constitution, sous d'autres cieux également, ça existe pas mal. Donc ça aussi, ce n'est pas conciliable avec la démocratie, si tant est qu'à chaque fois que le dirigeant le veut, il y a possibilité de modifier la Constitution pour, comment dirais-je, le remettre en quelque sorte à la tête du pays. Ça aussi, ce n'est pas conciliable avec la démocratie. Mais de ce point de vue-là, il fallait convoquer l'exemple le plus récent auquel on a eu droit ces derniers temps, l'exemple du Togo. Le Togo, le président a initié une réforme constitutionnelle qui, entendez-vous bien, vient supprimer l'élection présidentielle par le peuple. Et désormais, ce sont les députés de l'Assemblée nationale, où il détient la majorité, qui sont chargés d'élire le président de la République. Il n'y avait pas d'exemple plus parlant que celui-là, et je m'attendais à le retrouver chez vous, mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Donc, de manière globale, voilà ce à quoi on a eu droit pour ce match. Donc, en réitérant nos félicitations aux deux équipes, je m'en vais maintenant décliner les résultats. Alors, vous voulez du suspense ou pas? Alors, l'équipe qui s'est imposée aujourd'hui est l'équipe qui comporte 2 filles. C'est l'équipe qui comporte 2 filles. Mais avant cela, pour ce qui est du titre de meilleur débatteur de la rencontre, le titre revient à Madame Ndella Cissé. Félicitations à vous. Pour ce qui est du match maintenant, une des équipes a eu une moyenne de 67,5 et une autre équipe a eu une moyenne de 50,33. Et l'équipe qui s'est imposée est celle du lycée des Parcelles Assainies. Félicitations à vous. Félicitations à vous pour votre victoire. Félicitations à vous également. Comme on a l'habitude de le répéter, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Et aujourd'hui, vous êtes du côté des apprenants. Chers téléspectateurs, voilà qui marque la fin de ce numéro de la balade des génies. En espérant vous retrouver très bientôt, nous vous souhaitons une bonne journée. Merci.